Bonjour, je suis le Dr Georgel, je suis médecin gériatre, oncogériatre et urgentiste. Ancien praticien hospitalier du SAMU 28, je travaille à l'hôpital privé de Réloir depuis 20 ans. Toujours modérément dans le service des urgences, mais surtout dans le service de médecine où je m'occupe d'une vingtaine de patients, plus 6 lits d'unité de surveillance continue attenant au service. L'âge moyen de nos patients est de 73 ans. Il est très régulier que nous ayons besoin de réaliser des évaluations gériatriques approfondies pour des patients qui sont fragiles, qui vont rentrer à la maison avec une perte d'autonomie ou qui sont hospitalisés chez nous pour des pathologies diverses et chez qui en fait il y a un certain suivi à réaliser à la maison et voilà. Donc ce genre d'évaluation, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, qui est très très long, ça dure 90 minutes en moyenne, juste de collecte d'informations qu'il va falloir après mettre en forme, et ça prend une demi-heure supplémentaire pour tirer une conclusion et commencer à rédiger un plan d'aide pour ces patients. La base de cette évaluation, c'est l'échelle gériatrique. L'échelle gériatrique, c'est exactement comme aurait pu le décrire Satie au début du XXe siècle. On regarde une statue sous un angle particulier et vous tournez un petit peu, vous avez un autre angle, vous voyez autre chose de la statue. Eh bien, l'échelle, c'est exactement ça. Les échelles, elles vont évaluer des pans particuliers de votre patient. Alors, la présence d'un syndrome dépressif, très très fréquent malheureusement chez les personnes âgées, l'existence ou non de troubles cognitifs, la nutrition, la dépendance ou l'indépendance, la thérapeutique, enfin les traitements, enfin voilà, tout un tas de choses qui font qu'à la fin, vous aurez une vision complète de votre patient. Alors, cette évaluation, elle se doit d'être exhaustive. C'est indispensable pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Très simplement, si vous avez quelqu'un de 78 ans qui, jeune, qui se retrouve avec une fracture du poignet droit, j'ai une dame qui est, on va dire, droitière, que vous plâtrez, est-ce qu'il y a une indication d'hospitalisation? Clairement non. Si elle vit toute seule et qu'elle a parallèlement quelques troubles cognitifs, les choses deviennent compliquées. Donc voilà, c'est une association de facteurs qui font qu'effectivement, qu'on peut varier la prise en charge pour l'optimiser. En fait, c'est cette recherche d'association de facteurs qui est à la base, au cœur même de l'évaluation gériatrique approfondie. Pour répondre à ça, alors qu'effectivement, tout est très très long, hein, comme on vient de le dire, 2 heures grosso modo pour faire une évaluation gériatrique. Comment optimiser? En fait, c'est là que j'ai commencé à travailler sur un programme informatique, au début assez simple, qui me permettait d'optimiser mes échelles, de remplir plusieurs échelles à partir d'un questionnaire type. Et puis ensuite, les choses sont devenues un petit peu plus complexes et je vous présente maintenant ce véritable couteau suisse gériatrique, cette suite logicielle qui s'appelle CNES. Donc voilà, vous êtes en train de voir depuis tout à l'heure l'interface de cette suite logicielle qui va se décomposer sous 2 formes. D'une part un bandeau latéral et puis d'autre part ici tout un tas de choses qui sont particulières, qui sont en fait les évaluations dont on vient de parler. Ces évaluations, en fait, on va poser pratiquement à chaque fois le même type de questions. Certaines évaluations vont demander des choses plus particulières. Certaines vont être larges, certaines vont être beaucoup plus rapides,
pour pouvoir avoir une prise en charge rapide. Et là, en fait, je vais vous présenter les différentes évaluations qu'on peut réaliser. La première des évaluations, c'est l'évaluation préthérapeutique lourde. Imaginons que nous ayons un patient adressé pour prise en charge par l'orthopédiste. L'orthopédiste se pose la question de savoir s'il est judicieux de proposer une chirurgie, par exemple de prothèse totale de genou, à quelqu'un soit d'âgé, avec plusieurs comorbidités, ou quelqu'un de plus jeune, mais qui présente des signes de fragilité. Cette espèce de fragilité, on sent que la personne pas forcément bienveillante, mais pas de comorbidité évidente, un âge chronologique relativement jeune, mais quelqu'un qu'on sent potentiellement instable, qui pourrait effectivement se décompenser au décours d'une hospitalisation, d'un acte chirurgical qui est potentiellement traumatisant. Et bien là, effectivement, on réalise ce genre d'évaluation. On va avoir un questionnaire type qui va évoluer en fait au fur et à mesure des premières réponses, et on va édicter un certain nombre de recommandations. Est-ce qu'on est plutôt pour, plutôt contre la chirurgie ou l'acte thérapeutique en question? On va étayer bien évidemment cette réponse, et est-ce qu'il y a des conditions particulières à la réalisation, à mettre en œuvre pour réaliser cet acte? À savoir, est-ce qu'on fait une préhabilitation? Par exemple, une kinésithérapie, ça peut être toujours intéressant chez des gens qui ont une ampliation thoracique qui est modérée, en préthérapeutique, en préchirurgicale. Ça permet effectivement d'avoir une meilleure prise en charge, mais aussi, on va évaluer la dangerosité de la période périopératoire. Quand vous hospitalisez quelqu'un et que vous l'opérez, le réveil post-opératoire peut être un peu compliqué. Il y a pas mal de personnes âgées qui font des épisodes de syndrome confusionnel. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent, qui peut révéler une pathologie plus profonde de type maladie d'Alzheimer, mais qui peut être aussi liée à quelque chose de très simple comme une infection urinaire, qui peut être secondaire à la pose d'une sonde urinaire en péropératoire ou en pré-op. Mais également la iatrogénie. Je rappelle que pratiquement 30% des gens hospitalisés en France qui ont plus de 65 ans le sont à cause d'effets adverses de leur thérapeutique. C'est fou, mais c'est une réalité. Donc en fait, là aussi on va édicter un certain nombre de choses. Ce qu'il faut prévoir après un SSR ou autre, bien évidemment tout ça on essaye de répondre à toutes ces questions-là. De la même façon, je vais sauter le service de médecine exprès, mais de la même façon, on va avoir aussi une consultation d'oncogériatrie. Cette consultation d'oncogériatrie, effectivement, il faut savoir que 40% des cancers sont découverts chez des patients de plus de 75 ans. Depuis 2010, et les plans cancer qui ont introduit l'oncogériatrie, effectivement, l'évaluation préthérapeutique est devenue un véritable gold standard. On a même systématisé l'utilisation du G8, qui est un questionnaire, comme le nom l'indique, court. Il y a 8 questions qui permettent de savoir si les gens sont plutôt fragiles ou robustes. Et en fait, si le G8 est inférieur, si les réponses donnent un score inférieur ou égal à 12, à ce moment-là, le patient n'est pas considéré comme robuste. Donc en fait, on va s'intéresser à la faisabilité d'une thérapeutique chez lui. On va avoir, nous, bien sûr, des évaluations qui sont des évaluations extrêmement, par contre, là, complètes, qui ont été
plus ou moins standardisés par des sociétés internationales comme la Société internationale d'oncogériatrie, et qui vont permettre de répondre à cette question portant sur la fragilité des patients. Là, ça nous permet véritablement d'évaluer le risque des thérapeutiques, le risque d'une chimiothérapie pleine dose, le risque d'une chimiothérapie à dose adaptée, et en fait on va pouvoir, de la même façon qu'on l'a fait en pré-thérapeutique lourde, donner un certain nombre de conseils. Des conseils de surveillance, mais aussi des conseils en termes de thérapeutique, est-ce qu'il faut l'adapter ou pas. On va passer maintenant au service de médecine. Dans le service de médecine, l'interrogation est différente. On a un patient qui est un patient hospitalisé dans le service pour une pathologie, quelle qu'elle soit, hein, tumorale, infectieuse, peu importe. Et en fait, cette pathologie va avoir un impact sur le patient, et cette hospitalisation aura aussi un impact sur le patient. Ça peut aboutir à, là aussi, un syndrome confusionnel, la survenue d'un syndrome confusionnel, ou la survenue d'une dénutrition en père-hospitalisation, une perte d'autonomie. Et cette évaluation nous permet effectivement de vérifier l'évolution du patient au décours de cette hospitalisation et de préparer un suivi post-hospitalisation. En fait, des suivis particuliers en fonction des thérapeutiques, mais également en fonction d'une éventuelle dénutrition, des conseils vis-à-vis d'une perte d'autonomie et l'élaboration d'un plan d'aide avec mise en place de différents intervenants éventuellement ou de matériel spécifique. L'évaluation gériatrique approfondie au décours d'une hospitalisation de jour, c'est quelque chose que j'ai développé spécifiquement parce que je fais de la consultation mémoire. Les patients chez qui je détecte des troubles cognitifs, je les hospitalise, une hospitalisation de jour, hein, ça va durer quelques heures. Elle va pouvoir bénéficier d'une consultation auprès de l'assistante sociale, de la diététicienne s'il y a besoin. On va faire une évaluation gériatrique approfondie qui va permettre vraiment de refixer ce trouble cognitif au sein d'un environnement et d'y apporter des réponses qui seront des réponses vraiment hautement spécifiques. Donc là, effectivement, cette évaluation, elle est un peu particulière. C'est pratiquement la même que la consultation du service de médecine, mais vraiment orientée troubles cognitifs. Voilà. L'évaluation gériatrique du médecin traitant, tout est dans le nom, c'est effectivement une évaluation que j'ai développée qui permet en 20 à 25 minutes de faire le tour d'un patient âgé fragile et d'optimiser les prises en charge. Alors que ce soit en termes de perte d'autonomie, de diététique, de suivi thérapeutique, faire attention, par exemple, on a parlé de la iatrogénie, il y a des études qui sont anciennes, hein, les premières datent des années 90, sur le start and stop notamment, qui en fait est un ensemble de conseils sur la prise en charge thérapeutique des patients âgés. Effectivement, il y a certains médicaments qui peuvent provoquer, alors des antihypertenseurs qui peuvent provoquer des hallucinations, des syndromes confusionnels. On a certains antalgiques qui sont extrêmement confusiogènes. Le tramadol, par exemple, c'est 15% d'effets secondaires chez le patient de 20 ans et c'est 96% d'effets secondaires chez le patient de plus de 75 ans. Donc voilà, il y a une véritable culture gériatrique et il y a besoin d'une expertise gériatrique. Quand on n'a pas un gériatre sous la main, si on a CNS, on a déjà une réponse. Voilà.
une réponse qui est assez complète. Voilà. Donc là, c'est un développement assez particulier. Et là, en fait, l'entrée en EHPAD, c'est un passage un peu complexe pour le patient âgé. C'est une il y a une obligation médico-légale effectivement à faire une évaluation précise. Cette évaluation, elle est extrêmement lente et longue à faire. Et cette évaluation, en fait, effectivement, l'informatique permet de l'optimiser de façon extrêmement importante. Et encore une fois, comme nous sommes toujours dans des cadres de questions fermés, on va pouvoir effectivement avoir une prise en charge qui peut être faite par un des membres de l'équipe soignante, pour peu qu'il soit formé effectivement à l'utilisation de ce genre d'outils. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On gagne sur une évaluation, on gagne à peu près 1h30 par patient. C'est énorme. Là, le dernier, c'est l'évaluation rapide aux urgences. Cette évaluation, elle doit être très rapide. En 8 à 10 minutes, on doit avoir une réponse simple. Est-ce que le patient qui est en face de nous, le patient âgé qui est en face de nous, nécessite une hospitalisation suite à un passage aux urgences pour lequel en fait on n'a rien diagnostiqué d'évident, mais qui peut quand même relever d'une hospitalisation. Alors je m'explique parce que ça paraît comme ça un petit peu complexe, mais c'est très simple. L'exemple type, c'est la chute de la personne âgée qui va induire effectivement une plaie ou une petite contusion, hein, pas forcément quelque chose de très compliqué, et qui va pousser le patient à venir consulter aux urgences. On va le suturer, on va lui prodiguer les soins dont il a besoin, et puis on va faire un examen clinique rapide, et on va poser une question qui est presque une question rhétorique dans ce genre de cas, c'est comment s'est passée votre chute? Qu'est-ce qui vous a fait chuter? On sait que 99 fois sur 100, la réponse est je me suis pris les pieds dans le tapis, je sais pas, j'ai pas fait attention, et je suis tombé. Ça, c'est une fausse réponse. Parce qu'on sait, il y a des études qui montrent ça très très bien, que dans 75% des cas, il y a un problème sous-jacent, médical sous-jacent. Et le but de cette évaluation, ça va être, de vérifier le réseau social, vérifier qu'effectivement, il y a de quoi pouvoir faire une alerte si jamais le besoin s'en faisait sentir. Donc on remet toujours la personne âgée dans son contexte, et ça c'est très très important. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va explorer un certain nombre de choses. Des choses qui sont spécifiquement gériatriques et qui sont difficiles à évaluer pour le médecin des urgences qui effectivement fait son circuit court, donc va faire la traumatologie, donc des choses qui sont rapides et où en fait il a énormément de travail parce que ça représente à peu près 50% des passages aux urgences, enfin 30% des passages, 30 à 40%. 30 à 50% des passages aux urgences, c'est énorme. Donc on va faire une évaluation de ces patients pour vérifier qu'il n'y ait pas une altération de l'état général, qu'il n'y ait pas une dénutrition, qu'il n'y ait pas un syndrome confusionnel, qui puisse effectivement expliquer cette chute. Le syndrome confusionnel, je reviens dessus, mais un infarctus, un authentique infarctus chez un patient âgé, du fait de la variation de physiologie, du fait de tout un tas de modifications et de comorbidités, par exemple le diabète, ça peut ne s'exprimer que par des chutes. Une embolie pulmonaire, pareil. Une infection urinaire grave ou une pneumopathie grave, pareil. Une chute, un syndrome confusionnel, les gens deviennent confus, désorientés et pourvoyeurs de chute. Et c'est fluctuant.
le savon confusionnel est fluctuant. C'est-à-dire qu'à certains moments, il va disparaître. Et on peut se faire berner très très facilement. Donc voilà, on va vérifier de façon un peu systématique tous ces pans-là, et à la fin, on va élaborer une conclusion, en disant s'il faut hospitaliser, envoyer en consultation, ou rien faire. Voilà, juste. Et on peut envoyer ce rapport effectivement au médecin traitant, ce qui est très très intéressant et pertinent parce qu'il y a tout un tas de petits conseils aussi sur la prise en charge du patient. Voilà, mais là encore, c'est quelque chose de court. Voilà ce que nous avons développé jusqu'à présent. L'évaluation gériatrique est quelque chose d'extrêmement intéressant et extrêmement pertinent. C'est quelque chose de très très long. Il n'y a que 2000 médecins gériatres en France. Si on se fiait en fait aux recommandations de la Société française de médecine d'urgence, il faudrait à peu près 3000 à 3500 médecins gériatres uniquement aux urgences pour pouvoir réaliser ces évaluations. Là, en l'espace de 8 à 10 minutes, vous avez une expertise gériatrique sans forcément avoir d'équipe mobile gériatrique dans votre hôpital. C'était très intéressant en fait. C'est quelque chose qui apporte vraiment une aide. Voilà, donc c'était la première vidéo de présentation de notre outil. Et je vous montrerai plus tard sur d'autres vidéos effectivement l'utilisation qu'on peut en faire. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie et puis à bientôt.